Bonjour à tous, bienvenue dans Champ de Vision, votre débat pour y voir plus clair sur la sécurité. À mes côtés, comme à chaque émission, notre spécialiste Patrick Haas. Bonjour Patrick. Bonjour Alexandre. Rédacteur en chef du magazine En toute sécurité, vous nous apporterez votre expertise et gratuitement en plus, alors pourquoi se priver? Aujourd'hui, Patrick, nous allons parler de la mutation de la profession de la sécurité vers davantage d'électronique, vaste programme. Et pour en débattre, eh bien, on reçoit aujourd'hui Jean-Christophe Chouat, président de la fédération GPMSE, qui regroupe les sociétés de sécurité électronique. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour Patrick. Face à vous, Sevent Lépine, animateur du collège Hommes et Technologies du SNES, qui regroupe par contre les sociétés de gardiennage. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Patrick. Donc probablement on aura deux points de vue différents, mais peut-être complémentaires. En tout cas, on va vite le savoir. Je rappelle le contexte quand même à nos téléspectateurs, Patrick. La sécurité privée connaît de profondes mutations sur le long terme. Les donneurs d'ordre font moins appel à des agents de sécurité et davantage à du matériel électronique parce que la demande a changé, entre autres à cause des attentats. Il s'agit désormais de protéger tout un site et non plus seulement une entrée de bâtiment, et aussi, bien évidemment, parce que les technologies ont fait beaucoup de progrès. Alors, pour commencer, en étant volontairement un peu provocateur, l'humain va disparaître sur le terrain? Certainement pas. Certainement, ça me rassure. Certainement pas, et je pense que, comme vous l'avez indiqué, la mutation des technologies dans la surveillance humaine a déjà démarré depuis plus de 20 ans. Et on l'oublie. Quand on regarde l'invasion des technologies dans les différents métiers de la sécurité privée, que ça soit dans la surveillance humaine, dans la sécurité mobile, l'aéroportuaire ou autre, eh bien, on a vu depuis 20 ans que les technologies se sont invitées directement dans les missions de nos agents pour différentes missions, pour tracer leur fonctionnement, pour assurer leur sécurité, pour faire du reporting en temps réel à nos clients et aux donneurs d'ordre sur leurs missions et les événements qu'ils avaient pu observer. Donc, en effet, la technologie s'invite ou se réinvite avec une nouvelle vague numérique, mais elle est bien présente et elle va s'exacerber dans les prochaines années. Donc Christophe, vous partagez ce point de vue? Alors je partage évidemment le point de vue de Servent Lépine. Et Alexandre, je crois que la partie humaine de la sécurité ne va pas disparaître. J'ai coutume de dire qu'on ne va pas voir moins d'humains, mais on va voir mieux d'humains. Et ce n'est pas une pirouette rhétorique. Je crois que véritablement, l'homme-machine, le couple homme-machine est en train de prendre le pas dans la sécurité privée en France. J'ai envie de dire enfin, parce que si on regarde un peu au-delà de nos frontières, ça fait très longtemps que c'est déjà le cas en Europe, et sans aller jusqu'au Japon, où la technologie est imbriquée dans la sécurité, et il y a des accords cadres de performance dans différentes entreprises. Donc je crois que ce n'est pas plus d'humains, mais c'est mieux d'humains. Je pense sincèrement. Vous parliez souvent tout à l'heure de la autant pour moi, la surveillance humaine, donc ce qu'on appelle un peu le gardiennage traditionnel. C'est, semble-t-il, en stagnation depuis un certain temps, mais est-ce qu'elle va savoir être réactive par rapport à des événements ponctuels, entre autres qui vont arriver comme les JO de Paris en 2024 ? Parce que là, on va avoir des besoins. Complètement. Alors, je récuse le terme surveillance humaine par rapport à la notion de gardiennage, permettez-le-moi. On a besoin, dans la sécurité, de valoriser les hommes, et que cette appellation du gardiennage, pour moi, est obsolète. Aujourd'hui, on doit parler de surveillance humaine, de façon générale, pour valoriser les hommes et justement les amener vers ces technologies. Alors, 2024, c'est vrai que c'est demain. On est à la confluence de l'émergence de grands virages technologiques. Vous avez parlé un petit peu de la robotique. Peut-être 2024, la surveillance des JO se fera en partie avec des drones, avec des équipements mobiles de sécurité, de vidéosurveillance. Les algorithmes aussi d'analyse seront présents pour détecter des comportements caractéristiques. Et derrière ça, on verra apparaître des centres de supervision locaux qui permettront d'interfacer les missions des agents de sécurité en proximité
associés aux technologies pour mieux maîtriser les flux, mieux maîtriser d'éventuelles tentatives d'action vis-à-vis des populations, et puis amener aussi une traçabilité, une efficacité dans le rapport des forces privées et publiques. Donc ça veut dire finalement de nouvelles formations pour cette surveillance humaine. Ils vont gagner en upgrading. D'ailleurs, c'est peut-être plus intéressant pour eux. Ah, tout à fait. Tout à fait. Je pense que le plan de formation, depuis la mise en place du CNAPS, a été vraiment acté dans nos métiers. Et les différents modules de formation qui ont été inscrits sont là pour permettre à nos agents d'évoluer dans leurs fonctions, dans leurs missions. Aujourd'hui, on est resté sur des missions simples, mais demain, des spécialisations viendront s'ajouter dans différents domaines technologiques, pilotage de drones et autres, pour permettre justement de mieux réaliser l'adéquation hommes et technologie. Jean-Christophe Schwatt. Alors je suis à nouveau parfaitement d'accord avec ce que dit Servan Lépine. Non, effectivement, les formations sont en place, il y a une vraie volonté, et vous avez cité les Jeux Olympiques de 2024, d'autres événements sont également en train d'arriver, sont annoncés. Ce que je voulais dire, c'est que, pour compléter ce que disait Servan Lépine, c'est qu'effectivement les technologies sont là, les technologies sont accessibles, ça c'est important, sont éprouvées. Ce qui reste peut-être à faire, c'est de faire évoluer le droit. La législation en France est pas tout à fait en avance, pour le dire de façon positive. Là encore, si on compare par rapport à l'étranger. Et je prends juste un exemple pour éviter d'en citer trop pour nos téléspectateurs, mais la reconnaissance faciale. On est très en retard, on est inexistante en France sur cet élément-là, parce qu'on se cache derrière tout un tas de fausses raisons. Alors qu'encore une fois, il suffit de traverser les Pyrénées, d'aller en Espagne. Et Patrick Haas le sait, on était ensemble à la gare de Madrid il y a quelques semaines, et on a vu un dispositif extrêmement performant qui utilise la reconnaissance faciale sur le domaine public. Ça marche, ça fonctionne avec des accords privés-publics, et il y a un peu moins de camouflage derrière, encore une fois, de mauvaises raisons pour utiliser la technologie pour ce qu'elle a de meilleur. Donc, on est d'accord qu'il y a la technologie, il y a la volonté, il y a les hommes. Il ne reste plus qu'à faire évoluer le droit et on sera bien. Patrick. Alors justement, vous faisiez allusion à d'autres pays. Il semble donc, et si vous pouvez nous le confirmer, que la France est un petit peu en retard dans cette mutation de la surveillance humaine vers la sécurité électronique par rapport à d'autres pays européens, mais aussi asiatiques ou aux États-Unis. Alors je peux vous le confirmer, effectivement, le GPMSE, depuis quelques mois maintenant, travaille beaucoup avec ses homologues à l'étranger pour essayer de comparer, de regarder. On est extrêmement en retard. Alors, le verre à moitié plein, c'est que tant le CNAPS que la DCS, la Délégation en coopération de sécurité, a fait beaucoup pour faire évoluer le droit, les mentalités, la réglementation, le nettoyage de la profession. Mais néanmoins, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin. Et encore une fois, on ne parle pas de futurologie, on ne dit pas « ça serait bien si ». C'est simplement regarder ce qui se passe ailleurs. Et ailleurs, à commencer par l'Europe. Effectivement, on pourrait dire l'Asie, il y a d'autres réalités, il y a d'autres cultures, il y a d'autres... peu importe. Mais en tout cas, en Espagne, en Belgique, en Italie, pour prendre uniquement ces trois pays-là, effectivement, on se sert de la technologie pour ce qu'elle a de mieux et de plus utile, surtout et de plus efficace, pour mettre en place une vraie sécurité. Oui, alors l'État a probablement des responsabilités puisque la réglementation est en retard, vous l'avez dit, mais aussi la profession de la sécurité a ses responsabilités. Est-ce que, par exemple, la profession a les moyens financiers d'investir dans les nouvelles technologies alors que cette profession est complètement atomisée, aussi bien dans le gardiennage, la surveillance humaine que dans la sécurité électronique? Cette mutation est beaucoup plus difficile en France que dans d'autres pays. À cause de données économiques en plus. Oui. La donnée de la législation. Je ne vais pas rajouter au discours effectivement ambiant sur la profession de le métier ou les métiers de la sécurité privée exsangue, avec en plus un certain nombre de dispositifs législatifs qui disparaissent au détriment, je dirais, de la rentabilité des entreprises, surtout les entreprises qui font beaucoup appel à la dimension humaine. C'est vrai. Je pense que la première chose à faire, c'est de travailler sur la concentration de ce métier qui est infiniment trop fragmenté, vous l'avez dit, et je crois aussi que les donneurs d'ordre ont une part de responsabilité. Mais je pense que, là encore, jeter comme ça l'anathème sur les donneurs d'ordre, c'est peut-être un peu trop facile. Est-ce qu'on propose toujours les bonnes solutions? Est-ce qu'on sait toujours se différencier? Et je pense que, justement, si on arrive à faire ce couple homme-machine,
performant, si on est capable de proposer aux donneurs d'ordre des accords de performance en disant non plus comment ça marche ma sécurité, mais à quoi ça sert. C'est-à-dire que si j'obtiens ça comme résultat, est-ce qu'on pourra avoir une tarification, quelque chose d'un peu plus novateur? Je pense qu'on tirera vers le haut cette profession, vers plus de rentabilité. Mais vous avez raison qu'en l'état, très fragmenté, et un niveau de rentabilité, je crois que l'Atlas de la sécurité l'a démontré récemment, un niveau de rentabilité qui n'est pas tout à fait au rendez-vous, c'est vrai. On parlait tout à l'heure des JO de Paris 2024. Est-ce que justement ça va être une vitrine de la technologie, de la sécurité en France? On parlait des drones, et qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau? Alors, d'ici 2024, si on veut vraiment pouvoir développer ces nouvelles technologies, les mettre dans le cadre urbain, il va falloir faire évoluer la réglementation. Je rejoins Jean-Christophe Chouat. Alors, différentes choses, c'est qu'aujourd'hui, on voit que ce couple homme et technologie va fonctionner par des plateformes de services 24/24 qui vont soit en local, soit déporter, pouvoir mutualiser la gestion de ces informations et la coordonner avec les moyens humains. Donc, derrière ça, ces plateformes sont aujourd'hui en connexion avec les forces de l'ordre à travers une réglementation spécifique qui est là aussi totalement obsolète parce qu'il faut savoir aujourd'hui, si on a des numéros de téléphone privilégiés pour pouvoir les joindre, pour demander une intervention police ou gendarmerie, voire pompiers, eh bien, nous n'avons aucun moyen de leur envoyer des séquences vidéo, de pouvoir leur envoyer des informations pour coordonner. Donc, si on doit se préparer à 2024, il va falloir qu'on se mette autour de la table tous ensemble, de façon constructive, et qu'on parte un petit peu des éléments archaïques ou qui sont en capacité d'évoluer, parce qu'il n'y a pas de grande révolution non plus à produire, de voir dans quel cadre on peut faire évoluer un certain nombre de choses, notamment les drones. La DGAC a été courageuse de faire valoir des arrêtés sur l'utilisation des drones, alors que c'est un métier réglementé. Pourquoi pas la sécurité privée n'aurait pas cette ouverture de faire évoluer les technologies pour permettre d'intégrer des nouvelles façons de faire. Voilà, donc du coup, la semaine dernière se tenait, porte de Versailles, le salon Expo Protection, et au sein du SNES, nous avons interpellé Philippe Allonc, le directeur du CSE, sur la rédaction d'un livre blanc dans lequel nous associerions les instances publiques, les organisations professionnelles, de façon à réfléchir ensemble sur justement les axes qu'il faut qu'on mette en œuvre pour mieux sécuriser les réseaux, mieux protéger les libertés individuelles, bien sûr, mieux valoriser les compétences de nos agents de sécurité, faire évoluer éventuellement les formations. Il y a tout un domaine, on est tous d'accord au niveau des organisations professionnelles, il est temps qu'on se mette autour de la table, qu'on travaille ensemble et qu'on fasse évoluer le cadre réglementaire pour pouvoir... Pourquoi il n'avance pas, ce cadre réglementaire? Est-ce que c'est lié à la protection de la vie privée? Est-ce que c'est lié à des influences de part et d'autre, des lobbies? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est peut-être mal organisé aujourd'hui pour se faire entendre. Aujourd'hui, on a une loi sur la réglementation de la vidéoprotection sur des lieux ouverts au public qui date de 2007. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur une mise à jour. Les technologies, depuis 10 ans, ont sensiblement évolué. Il faut faire évoluer les normes. Il faut que ça passe par l'Assemblée nationale pour voter cette évolution. C'est pas normal. Aujourd'hui, on doit rentrer dans un cadre régulier dans lequel, régulièrement, nous revisitons tel ou tel point de la sécurité intérieure, avec cette logique continuum de la sécurité entre la sécurité privée et la sécurité publique, de façon à faire une cohérence globale dans laquelle chacune des parties a sa place et dans lequel on va pouvoir procéder à des meilleurs échanges, meilleures interactions pour permettre d'améliorer à la fois sur le plan qualitatif et financier aussi, je vous rejoins, la valorisation de nos métiers. Pour répondre à ma question, pour le moment, on ne sait pas vraiment ce qu'on pourra avoir en termes de sécurité électronique au JO. Le cadre est très limité par rapport, en effet, aux domaines, aux investigations qui sont permis. Là, on l'a vu, la reconnaissance faciale est là. L'État est tout à fait conscient de cette lacune juridique et je pense qu'il fera ce qu'il faut pour que la reconnaissance faciale soit possible au moment des JO, parce que c'est tellement important de pouvoir reconnaître quelqu'un au milieu d'une foule, dans une gare, dans un stade, etc. Donc je pense que ça, il en est tout à fait conscient. Et puis je crois que des expérimentations ont été engagées sur les aéroports
porte d'Orly, de Roissy, sur des tout à grands fait. lieux publics. Donc je fait. pense que tout ça va permettre de prendre du recul et de pouvoir avancer sur un cadre réglementaire qui permette à la fois de protéger les gens, mais aussi d'améliorer l'efficacité de la sécurité. Est-ce qu'un événement comme l'Euro 2016 de foot qui avait eu lieu en France déjà avait permis de faire avancer le schmilblick, si je peux m'exprimer ainsi? Un petit peu, pas beaucoup. Ah oui. Pas énormément en réalité, Non. parce que la problématique... Chacun est resté un petit peu dans ses fonctions Oui. Exactement. originelles. Mais est-ce que ça va pas être le cas après pour les JO? Sincèrement, je pense pas. Et pour rebondir sur, ou reprendre une question que vous avez posée tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on attend pour bouger? Qu'est-ce qu'on attend tous pour bouger? Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable, au SNES, au GPMSE, de faire bouger les lignes? Alors que, on l'a dit tout à l'heure, les autres, ils sont arrivés. Je pense que je vois deux raisons. Une raison d'abord chez nous, commençons par laver notre linge sale, au niveau des organisations professionnelles, on a été très longtemps peu audibles. Peu audibles parce que nous aussi, on était très fragmentés. Et je crois, là encore en toute sécurité, s'en est fait écho il y a quelques jours, il y a une vraie volonté et un vent de rassemblement. Et les acteurs qu'on a en face de nous, que ce soit au CNAPS ou à la DCS, vous parlez de Philippe Alloncle, sont en demande d'avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. Donc si on se rassemble, on sera plus audible. Et ce livre blanc, le GPMSE adorerait travailler avec le SNES sur ce livre blanc, avec tous les acteurs, pour qu'on soit audible. Donc si on est audible, et ça commence par nous, on aura des arguments beaucoup plus forts. Quand je vois que les députés qui ont écrit le rapport sur le continuum de sécurité ont reçu quelque chose comme 30 ou 40 représentants des organisations professionnelles pour arriver à avoir presque tout le monde. C'est quand même insensé. Vous imaginez, pour le BTP, avec 5 personnes, vous avez vu tout le monde. Chez nous, il faut voir 40 personnes pour avoir presque tout le monde. D'accord. C'est une des raisons. Et l'autre raison, vous parlez de frilosité. Oui, je pense qu'effectivement, le gouvernement, le législateur a été un petit peu frileux, un petit peu lent. Donc allez, si on s'y met chacun de son côté, on sera prêt en 2024. Et puis si on n'est pas prêt en 2024, quelqu'un d'autre le fera. Les GAFA, par exemple. Les GAFA prendront le pas sur ce qu'on n'aura pas su faire. Donc on sera un peu embêté. Alors justement, j'allais vous poser la question des GAFA. Quel peut être leur rôle à l'avenir? Parce qu'ils ont massivement investi dans la sécurité, mais pas forcément la sécurité telle qu'on l'entend sur le plan des segments de clientèle professionnels. Ils semblent investir plutôt dans la sécurité des particuliers, mais quand même, c'est très proche et ils investissent beaucoup en vidéosurveillance, en contrôle d'accès, en biométrie. Les GAFA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon. Donc les 4 Mais entreprises les plus puissantes du monde. voilà, Exactement. mais il y a Pour ceux qui aussi, ne le savent pas encore. mais il y a aussi Microsoft. Bien sûr, Enfin, bien bref. sûr, bien sûr. Donc, quel pourrait être, à votre avis, leur rôle, leur place au sein de la sécurité électronique plus tard? Alors, vous l'avez dit, Patrick, aujourd'hui leur champ d'investigation est plutôt en B2C, business to consumer, plutôt à destination du grand public. C'est effectivement aujourd'hui le marché qui vise en premier. Et ce n'est pas une pirouette, mais j'ai presque envie de vous dire, ils prendront la place qu'on sera assez idiot pour leur laisser. Donc si on sait effectivement proposer des solutions innovantes, avec la bonne tarification, avec les bons agents formés, mieux formés, plus formés, dans un cadre législatif qui aura évolué, mais ils resteront sur la dimension du particulier, qui est un domaine immense et sur lequel ils ont quelque chose à faire valoir, sans aucun doute. La maison Sous réserve, connectée, par exemple. voilà, sous réserve qu'ils respectent les mêmes règles que nous, parce que nous, on doit se conformer à un certain nombre de dispositifs dès aujourd'hui, avant même les nouveaux dispositifs, comme par exemple des agréments délivrés par le CNAPS. Donc j'espère qu'il en sera de même pour eux, mais j'en doute pas une seule seconde, ils seront contrôlés eux aussi. Donc ça c'est un élément important. Pour le reste, effectivement, ils prendront la place qu'on sera suffisamment idiots pour leur laisser. Et à nous d'avoir, nous les entreprises, qu'on représente, que ce soit Servan Lépine ou moi, à nous de prendre la place qui doit être la nôtre. En business to business, il n'y a pas... C'est à nous d'offrir les solutions et pas aux GAFA. Est-ce qu'ils n'ont pas l'avantage, eux, d'avoir une énorme surface financière qui peuvent leur permettre d'aller En beaucoup plus vite que R&D, vous? ils feront plus vite que nous. Ça, c'est sûr. Ils feront plus vite et ils iront plus loin que nous en R&D, sans doute. Je pense qu'on aura, nous, la proximité. On saura proposer des solutions packagées
et non pas quelque chose sur l'étagère en disant écoutez, vous vous adaptez à cette solution parce que c'est celle-là c'est fruit of the loom, one size fits all. Je ne pense pas que la sécurité, en particulier quand on parle des Jeux Olympiques, ça soit tout à fait ça. Je ne pense pas. D'accord. Je me permettrais de dire qu'il faut être extrêmement vigilant justement sur cette émergence de ces GAFA. Ils ont réussi à passer outre les réglementations fiscales, ils passeront outre les réglementations liées à la sécurité intérieure. Et que là, il y a un vrai défi pour nos entreprises, pour l'État de façon générale, parce que si ces acteurs s'inscrivent dans la sécurité des grands groupes, des entreprises, soit par le biais des collaborateurs qui viendront travailler et qui assureront aussi un transfert d'informations, dans des environnements plus ou moins sécurisés, parce que là aussi, il y a un grand défi de notre profession, c'est de sécuriser les réseaux, sécuriser les installations électroniques de façon générale ou informatiques, de façon à protéger les lieux, les biens, les personnes, parce que là, il y a un grand défi. Le problème, juste ce que je voulais rajouter, avec les GAFA, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, ils misent plutôt sur le marché B2C, mais qu'ils investissent aussi dans des sociétés de sécurité électronique qui, elles, sont spécialisées sur le créneau du professionnel. Et ça, c'est vraiment dangereux. Je partage votre point de vue, mais encore une fois, commençons par nous mettre en situation de les affronter avec les armes qui sont les nôtres, et je pense qu'elles sont de qualité. Reparlons technologies, on en parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Dans la sécurité électronique et notamment en vidéosurveillance, quels seront les avantages? Quels sont déjà les avantages? Vers quoi va-t-on? Eh bien, pour moi, ça va être une révolution parce que on parlait de ces centres de supervision, ces centres de contrôle, centres de télésurveillance. Quand on sait qu'aujourd'hui, on ne traite que 5% des informations qu'on recueille et que demain, avec l'intelligence artificielle, nous allons pouvoir analyser toutes les informations qu'on reçoit en permanence de chez nos clients et qui permettront peut-être beaucoup plus facilement de détecter un événement anormal, par exemple si quelqu'un se présente la nuit, le week-end, d'interpeller nos commanditaires pour dire attention, nous avons décelé par rapport à la masse d'informations que nous avons reçues un événement ou une série d'événements qui ne sont pas normaux et du coup ça va permettre de renforcer la sécurité. Avec la vidéosurveillance, de la même manière, si on observe des comportements qui n'auront pas été programmés, mais que la machine aura d'elle-même identifié, eh bien là, nous aborderons une nouvelle dimension de nos métiers. Là, on est dans le domaine privé, mais dans le domaine public, dans le cas de figure des attentats, par exemple. Pareil. Aujourd'hui, quand on voit la puissance des caméras thermiques, des caméras optiques qui aujourd'hui même se conjuguent et qu'à travers des notions d'élévation de température, de résistance thermique globale des individus, on puisse filtrer ça, et ça de façon massive, parce que c'est ça qui est en enjeu, et que derrière ça, la machine puisse interpeller le téléopérateur qui va observer cet environnement, eh bien on gagnera en efficacité, et ça c'est la vraie clé de demain. L'idée c'est de détecter des phases de repérage des terroristes avant le passage à l'acte. Moi j'avais noté Laurent Denisot, qui est PDG d'Egidium Technologies, qui disait que l'IA justement va permettre à terme de réduire, voire d'anéantir le coup d'avance qu'avaient les terroristes et qui distançait toujours l'attaque de la riposte. C'est ça? Alors, peut-être. Toutefois, il faut rester modeste parce que, en effet, tout ça est encore éloigné. Pour moi, je revendique très fortement ce couple homme et technologie. C'est-à-dire que les technologies vont aider à l'analyse. Toutefois, à tout moment, on aura besoin de l'homme qui discernera et ajustera les comportements à adopter. Mais la technologie va faire que ça va aller plus vite et sera plus facile pour analyser pour l'être humain. Sans aucun doute. Je rejoins Servan-Lépine sur la nécessité d'avoir des hommes derrière ces technologies, qui opèrent ces technologies. Et plus la technologie est performante, innovante, plus justement l'aspect formation sera important. Et je voulais peut-être ajouter une couche, qui est la couche autour de la cybersécurité, puisque ce qui est important, ce qui est même capital, c'est que plus la technologie investira le champ de la sécurité privée, plus il conviendra de se protéger des cyberattaques, des cybermenaces, parce que Laurent Denisot a raison, la technologie doit nous amener à avoir un coup d'avance. En revanche, plus vous mettez de technologie en réseau, plus vous vous exposez à une autre forme de menace, qui est une forme de menace 2.0.
Et donc là, il faut aussi se préparer. Donc cette dimension-là, nos entreprises d'ailleurs, commencent à y travailler depuis maintenant longtemps, puisqu'ils savent, ils ont bien perçu la nécessité de mettre en place des boucliers, si je peux dire, des boucliers cyber autour de ces technologies qui investissent maintenant le champ de nos entreprises de sécurité. Donc c'est l'homme, à commencer par l'homme, c'est la machine et cette couche de cybersécurité pour rendre nos dispositifs le plus difficilement attaquables. Très bien. Juste pour terminer, formation plus élevée, donc plus intéressante pour l'être humain. Est-ce que ça veut dire salaire plus élevé aussi ? De façon Logiquement. évidente. De façon évidente. De façon évidente. Et puis aussi valoriser ces métiers avec des spécialisations qui permettront aux gens d'être mieux reconnus dans leur entourage social, dans leur entourage professionnel. Moi, j'ai un de mes collaborateurs qui est télépilote. Il n'est plus agent de sécurité. Aujourd'hui, il est télépilote de sécurité. Ouais. Mais voilà, ça a un impact psychologique très important. Et je pense que tout ça va évoluer dans le bon sens. Bon. Le problème quand même, si je puis dire, c'est que la sécurité a des difficultés de recrutement et justement un manque de reconnaissance. Actuellement, c'est le cas. Avec tous les efforts qui sont faits, ça va peut-être changer, mais il y a ce handicap aussi qu'il faut souligner. Il y a ce Patrick, vous avez raison. Il y a ce handicap, Patrick, mais il y a une deuxième chose qu'il faut aussi souligner, c'est le turnover très important dans nos métiers. Et ça, je pense que toutes les entreprises et les organisations professionnelles, nous devons travailler pour limiter ce turnover, parce que quelque part, c'est une perte d'information, c'est une perte de culture d'entreprise, et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse tout en sorte pour le limiter. Donc on sent quand même, pour conclure dans la globalité, qu'il faut que vous réunissiez tous pour être plus forts et pour que ça avance plus vite. Et on est en train de le faire, Alexandre, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Très bien. Bon, rendez-vous avant les JO 2024 pour faire un point tous ensemble. Merci beaucoup Jean-Christophe Chouat et Servan Lépine. On était ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci Patrick Haas. Oui, merci Alexandre. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour un prochain Champ de Vision. C'était avec très grand plaisir qu'on vous a accueillis sur ce plateau. Merci à toutes les équipes fabuleuses techniques d'Agora. On se retrouve le mois prochain. À très vite.